de façon sécurisée et gratuite des personnes ayant besoin d'un service avec d'autres pouvant en proposer. Ce dispositif destiné principalement aux personnes isolées est développé par une start-up basée à Compiègne dans l'Oise. Déjà adopté par plusieurs villes des Hauts-de-France, Louvre est la première du département à adhérer au dispositif. En quelques clics, le bénévole comme le bénéficiaire peuvent ainsi s'identifier via le site internet ou l'application mobile dédiée. Il s'agit d'une aide en informatique, d'un accompagnement à la promenade ou aux courses ou l'animation par exemple. Merci beaucoup Alexis Duvauchel, soignez-vous et puis on vous retrouve tout à l'heure à 12h15, ça marche? À tout à l'heure. Et nous parlerons notamment d'un complexe sportif à sur Oise qui a été inauguré à lundi dernier. La matinale referme ses portes, merci d'avoir été avec nous sur la radio de Bien-être, 7h, 9h, à demain matin avec encore rubrique cadeaux, invités et musique. La suite, c'est tout de suite, c'est maintenant 98 FM avec le bar de l'économie présenté par Florence Sœur et de nombreuses personnalités sont en face de moi et qui ont beaucoup de choses à nous dire jusqu'à 10h30. Alors bonne émission mesdames et messieurs, il est 9h04 à 98 FM. Bonjour. Bonjour. Et oui, il y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Ce qui est surtout spécial, c'est quand les gens ne viennent pas à la dernière minute. Amusez-vous Ça bien. rattrape le lendemain et c'est pas pratique. Ah, voilà, on rattrape le lendemain, exactement. J'en avais qui ne viennent pas la dernière minute. Nous, on est contents. Attention, on va partir. Pour ça, profitez pas. Merci, c'est gentil. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin. Et voilà, me voici de retour pour 90 minutes d'information avec Philippe à la technique. Et donc aujourd'hui, beaucoup de sujets comme d'habitude. On va parler immobilier, investissement dans l'immobilier, investissement pourquoi pas dans les résidences seniors. On va parler de réseaux d'entreprises, notamment d'un réseau en Val d'Oise. Nous allons parler de vente aussi dans l'immobilier et aussi d'assurance, en tout cas de gestion et de prévoyance. Voilà un peu tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour cela, eh bien, j'accueille mes invités du jour. Philippe Zilberstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Next City Conseil et Patrimoine, après en avoir été le directeur général. Avec vous, nous parlerons de l'immobilier du neuf et de ses avantages, puisque le salon de l'immobilier se tient à Paris ce week-end. À vos côtés, Valérie Maréchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante de fonds immobiliers chez donc Swiss Life Asset Manager. Alors avec vous, on parlera de fonds immobiliers investis en résidence service, plus exactement. Et on va tout savoir sur les résidences services, combien ça coûte, est-ce que c'est pour les valides, et puis la classification qui peut se faire dans ce domaine. À nos côtés également, Stéphane Rose, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur commercial chez AXA au département prévoyance et patrimoine. Et vous aussi, une jolie actualité puisque le 4 avril, vous organisez une journée de réunion pour tous ceux qui veulent devenir, j'imagine, agents généraux. Donc, on saura tout dans quelques minutes sur ce métier spécialisé. À nos côtés aujourd'hui également, Anne-Laure Sergent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'ailleurs d'un cabinet AXA Prévoyance et Patrimoine, justement, et vous êtes la vice-présidente et cofondatrice d'Evo 360, un réseau de chefs d'entreprise en Val d'Oise. Et vous, votre actualité, c'est que vous organisez le 2 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine, le Business Day. Donc, on parlera de tout ça avec la personne qui vous accompagne, Valérie Tailly. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez dans le domaine du bien-être, on va dire. Vous allez nous expliquer sans doute tout ça tout à l'heure et pourquoi vous avez rejoint donc ce réseau et de cette journée, bien sûr, Business Day. Et enfin, à nos côtés, comme d'habitude et comme tous les jours, la start-up du jour qui est représentée par Nicolas Gay. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes président cofondateur chez Wellmo, donc une agence en ligne, une agence immobilière en ligne qui a été créée en 2016 et on saura tout et pourquoi cette idée et surtout là, vous nous parlerez aussi de la jolie levée de fonds que vous avez fait en janvier 2019. Alors on va commencer comme d'habitude par les infos du jour. Vous avez entendu qu'il y a beaucoup d'infos apportées par nos invités aujourd'hui. Donc pour ma part, c'est surtout une info, c'est celle de l'INSEE.
En France, 2365 milliards d'euros de dette publique, c'est le chiffre annoncé par l'INSEE, soit 1 euro emprunté toutes les secondes depuis des lustres, j'allais dire. À la fin de 2018, la dette publique de la France représentait 98,4% de son produit intérieur brut, un passif important mais qui reste moins élevé que celui des États-Unis ou du Japon, mais un record malgré tout pour notre pays, ce qui menace tout de même l'avenir économique de la France. Et c'est là où tout le monde se dit alors, qu'attend-on pour réduire les dépenses de l'État, puisque c'est l'État qui plombe notre PIB. Nous sommes donc à pratiquement 99% de ce PIB. La dette équivaut aujourd'hui à tout ce que le pays produit comme richesse pendant un an. C'est considérable et c'est, comme je vous le disais, le résultat d'un long processus constant avec des accélérations au fil des crises, en particulier celle engendrée il y a 10 ans par la chute de Lehman Brothers. Sachez qu'en 1996, nous avions seulement 58 milliards de dettes, donc un gros gap. À moyen terme, c'est une bombe à retardement puisque du fait des intérêts, cela plombe notre économie. Actuellement, nous avons 41 milliards d'intérêts. La Fed, la réserve américaine, la réserve fédérale américaine, relève en ce moment d'ailleurs son principal taux directeur. Donc on a peur que la Banque centrale européenne fasse la même chose puisque c'est toujours, habituellement ce sont les États-Unis qui donnent le tempo. Alors que les plans de sauvetage se sont achevés en Grèce cet été, l'Union européenne demeure donc fragile, notamment en Italie, deuxième pays le plus endetté d'Europe en 2017, après la Grèce selon Eurostat, mais aussi au Portugal ou en Espagne. L'Europe n'a donc pas fini de se donner des sueurs froides avec les dettes souveraines, en particulier comme il y a 10 ans dans les pays du Sud. Alors, je vous l'ai dit, la dette a explosé depuis la crise. Le niveau de dette est élevé. La dette française est majoritairement le fait de l'État. Alors, 204 milliards la sécurité sociale, 205 pour les administrations publiques locales et presque 64 milliards pour les organismes divers de l'administration centrale. La dette, est le plus souvent négociable et elle est majoritairement détenue par 57% par des non-résidents et 20% par des personnes autres que françaises, ce qui signifie que 77% de notre dette est détenue par des étrangers, 18% par des assurances françaises, 5,2% par des établissements de crédit et 1,5% par des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Voilà, c'était mon info du jour sur la dette. La seconde info du jour, c'est ce qui va se passer ce week-end à Paris du 29 au 31 mai. C'est le salon de l'immobilier du neuf. 65% des Français font appel aux professionnels lors de l'achat d'un bien immobilier et 49% considère que l'achat immobilier est plus engageant que le mariage. Alors on va poser la question tout de suite à notre premier invité du jour, Philippe Zilberstein. Donc vous êtes président de Nexity Conseil et Patrimoine. Alors vous vendez que du neuf finalement? Alors en ce qui me concerne et la filiale que j'anime effectivement, par contre en ce qui concerne Nexity, nous faisons aussi une grande partie de vente en transaction, puisque nous avons aussi quelques réseaux d'agences, près de 2000 agences réparties sur le territoire. Néanmoins, ce salon donc, qui va se dérouler vendredi, samedi et dimanche prochain, donc le 29, 30 et 31, qui est organisé donc, par le groupe PAP, va effectivement réunir un certain nombre d'exposants, tant sur l'immobilier neuf que aussi sur l'immobilier transaction, et également des exposants de biens immobiliers à l'étranger. C'est un salon c'est la deuxième édition de ce salon. La première édition s'était clôturée avec un bon succès de visites, plus que près de 10 000 visiteurs. Cette année, les organisateurs espèrent dépasser la barre des 15 000 et pour ce faire, ont mis en place une campagne de promotion importante. Néanmoins, ce qui est important et ce qui est intéressant à travers ce salon, c'est que tous les visiteurs pourront trouver effectivement ce qui peut les intéresser ou ce qui les met en position de recherche aujourd'hui, tant sur la résidence principale que sur l'investissement locatif. Alors, qui expose donc à ce salon? Pourquoi faire un salon de l'immobilier neuf en particulier? Qu'est-ce qu'on y trouve comme... Premièrement, c'est peut-être pour le visiteur le côté pratique d'un salon, c'est que dans un même lieu et sur une période donnée,
il retrouve tous les acteurs de l'immobilier de façon globale. Évidemment des promoteurs qui vont proposer du neuf, des agences de transaction qui vont aussi proposer leurs produits, également des banquiers qui vont venir aussi faciliter ce parcours immobilier, et également des sociétés de gestion qui pourront accompagner tel ou tel client dans leur parcours. Merci, donc on a bien compris. Alors, j'ai d'autres, bien sûr, questions à vous poser. On a bien compris l'intérêt de venir. Donc, tous ceux qui ont des programmes, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, tous ceux qui ont des programmes à vendre se retrouvent tous en même temps sur un même lieu, c'est ça? Alors, en théorie, ce salon, qui est, comme je vous l'ai dit, c'est sa 2e édition, donc il est en train de monter et de trouver sa place dans le panorama de l'immobilier. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire que tous les promoteurs sont d'ores et déjà présents, mais une grande partie, et en tout cas les principaux, et en tout cas Nexity y sera présent. J'y serai moi-même présent pendant ces 3 journées. Alors justement, en tant que président de Nexity Conseil et Patrimoine, vous vendez des programmes bien sûr neufs puisque vous allez être au salon. Quelles sont les raisons qui poussent finalement à acheter dans le neuf? Quelles sont les meilleures raisons des Français d'acheter dans le neuf? Alors, effectivement, nous sommes là pour mettre en avant nos programmes immobiliers en Île-de-France et partout en France. Néanmoins, aujourd'hui, et avant de répondre à votre question précisément, Nexity se positionne comme étant d'abord une plateforme de service, puisque nous avons en interne, ce que j'évoquais tout à l'heure, les moyens d'accompagner notre client dans toutes les étapes. C'est-à-dire que une fois qu'on a déterminé avec lui le bien immobilier, le programme qui peut l'intéresser, on peut évidemment l'accompagner aussi dans son financement, tout de suite, faire une simulation et lui faire des propositions. S'il est investisseur, on peut également l'accompagner directement par le biais de nos sociétés de gestion donc pérenniser son investissement. Pour revenir à votre question, l'immobilier aujourd'hui, quel est le Français qui n'a pas un attachement à l'immobilier de façon générale? Quel est le Français qui considère que, sans offusquer les personnes présentes autour de la table, que cela fait partie au moins des 3 investissements importants et nécessaires, et qui n'a pas envie de devenir propriétaire de sa résidence principale, ne serait-ce que pour, à terme, au moment de prendre sa retraite, avoir déjà un toit au-dessus de sa tête qui lui appartient. Voilà, ça c'est bien français, c'est sécurisant. On a envie d'être propriétaire de son bien immobilier pour être en toute sécurité à l'âge de la retraite. C'est ça que vous venez de nous dire aujourd'hui. Et donc, est-ce que vous pensez que le Français considère donc que l'immobilier c'est le meilleur placement? C'est certainement un des meilleurs placements, déjà pour une raison essentielle, c'est que c'est un placement qu'on peut faire à crédit et sur du très long terme. Donc si on a un peu d'apport ou si on veut bénéficier des aides de l'État dans le cadre des résidences principales, eh bien on peut très bien, jeune, devenir propriétaire de sa résidence principale. Oui, justement, maintenant, les taux de la durée, je veux dire, de crédit, c'est allongé. On peut prendre sur plus de 25 ans maintenant. Oui, on peut aller jusqu'à 25 ans mais on sait bien que, en tout cas, à peu près, la rotation des logements, c'est tous les 7 ans, 7-8 ans. Ça reste tous les 7-8 ans? Oui, ça n'a pas bougé? En moyenne, parce que c'est un peu aussi les évolutions de la vie familiale. De la vie familiale, des familles qui s'agrandissent, et d'autant plus maintenant du phénomène des familles monoparentales qui se créent. Donc effectivement, quand on est jeune, on a intérêt à essayer de réduire la mensualité et son effort d'épargne mensuel. Et dans ce fait, c'est vrai qu'on voit beaucoup de primo-accédants jeunes démarrer sur des durées plus longues qui, au fil de leur parcours professionnel, vont peut-être avoir des augmentations de salaire et de ce fait pouvoir augmenter leur capacité de remboursement et de ce fait réduire la durée. Alors vous avez parlé des familles monoparentales. Est-ce que vous, dans les programmes de construction que vous pensez, vous tenez compte justement donc de faire des surfaces peut-être plus petites pour justement permettre l'accession à la propriété de familles de célibataires carrément? Alors effectivement, on tient compte dans les deux sens. Effectivement, on essaye de construire ou d'imaginer des appartements plus compacts. Par exemple, des 3 pièces qui,
à l'époque devait faire 70-75 mètres carrés. Aujourd'hui, on arrive à trouver des 3 pièces qui sont entre 60 et 65 mètres carrés. Tout ça aussi pour avoir un prix final qui reste acceptable. Et on raisonne aussi dans l'autre sens, puisque les familles qui s'agrandissent et qui se réunissent. Et là, on raisonne sur plutôt malin, en se disant, quand on va concevoir l'immeuble, on va essayer de concevoir des appartements qui peuvent être jumelables facilement, sans gros travaux. Il suffit de déplacer une porte dans un couloir pour que le 4 pièces devienne un 5 pièces ou 3 pièces. Voilà. Et donc, effectivement, on en tient compte. Et c'est aussi l'intérêt pour nos clients d'être en démarrage des opérations, parce que ça permet une plus grande facilité de moduler les appartements et de répondre à leurs attentes. Voilà, donc par exemple, si on achète un appartement, à la limite, si l'appartement d'à côté se libère, c'est facile de les faire se rejoindre, c'est ça que vous voulez dire? En théorie, oui. En théorie. En tout cas, pour certains appartements, je ne vous dis pas la totalité du programme, mais pour un certain nombre d'appartements, ils sont réfléchis comme ça. Alors, qu'est-ce qui pousse, donc, vous qui voyez des clients, j'imagine, toute la journée, qu'est-ce qui pousse finalement, qui achète dans le neuf? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la typologie? Est-ce que il y a beaucoup d'investisseurs par rapport à celui qui veut y habiter? Comment ça se passe en ce moment, la demande? Alors, sur les chiffres de 2018, on va dire que le marché national, c'est à peu près 55%, 60% de résidences principales. Et à peu près, donc par nature, 40% d'investisseurs qui cherchent à profiter, à bénéficier des différents dispositifs en fonction de leurs objectifs d'investissement. Quelle est la qualité, j'allais dire, donc, particulière de l'immobilier neuf actuellement? Qualité du bien. La qualité du bien, oui. La qualité de construction, je veux dire. Bien, écoutez, on est tenu par des normes, par des réglementations techniques qui font que à peu près tous les 3-4 ans, une nouvelle réglementation arrive et nous oblige les promoteurs à effectivement évoluer dans les produits et bien entendu sur 2 postes importants qui sont souvent l'isolation phonique et l'isolation thermique. Et donc là, il y a des normes? Alors il y a des normes qui seraient peut-être un peu longs à vous énumérer, mais qui peut-être existent et sur lesquelles, pour les gens que ça intéresserait, nous sommes à leur disposition du salon pour les évoquer. Voilà, donc plein de bonnes raisons d'aller donc à ce salon, Ouais. la possibilité de rencontrer plein de promoteurs, on appelle ça comme ça, C'est ça. plein de promoteurs dans l'immobilier du neuf ce week-end à la porte de Versailles. Tout le monde sait où c'est, je pense que j'ai pas besoin de donner d'adresse. De 10h à 19h. De 10h à 19h. Merci beaucoup Philippe Merci. Zilberstein. Avec plaisir. Une dernière question, cette fois c'est sur le groupe Nexity. Alors quelle est l'importance du groupe? Que fait-il? Alors, le groupe Nexity est aujourd'hui en France leader de l'immobilier et leader des services liés à l'immobilier. En France aujourd'hui, c'est un peu plus de 20 000 logements vendus chaque année, dans le cadre de la résidence principale bien sûr et des investissements. C'est aussi une plateforme de service comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, puisque en interne nous avons une plateforme de courtage qui nous permet d'accompagner nos clients. Nous sommes en termes de gestion immobilière en France numéro 2 derrière une autre marque que je ne citerai pas ce matin. On comprend, vous inquiétez pas. Voilà. Et ensuite, donc nous sommes en capacité d'accompagner toutes les vies immobilières, puisque à travers nos différents produits, on peut commencer par soit loger l'étudiant en location dans une résidence étudiante, soit vendre une résidence étudiante dans le cadre d'un investissement. On peut effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en résidence principale, loger le primo-accédant ou loger tous les gens qui ont de l'appétence à la résidence principale. On peut bien entendu être dans le cadre du dispositif Pinel. Et on peut aussi passer dans la 3e partie de vie, qui sont les résidences services seniors notamment. Voilà. Ça peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure avec notre autre invité du jour, qui est Valérie Maréchal. Par contre, j'ai une autre question à vous poser. Vous savez qu'on était dans la semaine de l'industrie la semaine dernière. Pratiquement tout le monde se plaint de ne pas trouver, de manque de salariés, de candidats, de talents. Est-ce que c'est le cas également dans l'immobilier? En tout cas, c'est complètement le cas pour nous chez Nexity. Nous sommes, en ce qui me concerne, je suis
régulièrement en recherche de conseillers immobiliers et c'est difficile, c'est extrêmement difficile de trouver des bons candidats. Donc, est-ce que c'est le statut, peut-être le statut non, parce qui que ne correspond pas plus? En ce qui me concerne, nous sommes dans le cadre d'un statut salarié, dans le cadre de CDI tout à fait classique. Et dans le cas et aussi avec des rémunérations attractives qui sont en fonction des performances du candidat. Donc je dirais que c'est plutôt ensuite travailler chez le leader dans son domaine, je pense que c'est plutôt bien, d'autant plus que quand nous intégrons des collaborateurs, évidemment nous avons une période d'intégration, nous avons nous-mêmes au sein de notre groupe une académie des ventes, pour parler de nos conseillers, donc on s'occupe de l'accompagnement, de l'intégration, de la formation, pour pouvoir mettre nos futurs conseillers dans de bonnes conditions à réussir leur mission. Merci beaucoup Philippe Zilberstein pour ce tableau de l'immobilier et donc de ce salon qui a lieu ce week-end, porte de Versailles à Paris. On va faire, je vous propose à tous notre première pause musicale avec Jim Cross, Time in the Bottle. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Oui, c'était bon. Non, la prononciation, je sais parler anglais, mais le nom, il m'a pas dit, je sais pas si je comprends pas très bien. C'est quoi le nom exactement? Le nom, c'est un C ou un G? Cross. J'ai dit correctement. Ouais, c'est impeccable. Je vais te marquer les autres. C'est dommage. Non, en termes de Non, il faut bien parler là. Il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir, ça me fait plaisir d'ailleurs. Et voilà. C'est la phase pour ça. Corinne. C'est génial, je savais pas que c'était les femmes. Ça, c'est notre réseau féminin, les chefs d'entreprise, femmes. Voilà. Et on est entre filles. Bon, c'est vous qui parlez? Oui, c'est elle. Je vais essayer. Ah, c'est une pause douce ce matin. C'est cool, ça t'aime pas ça? Si, très bien. Non, non. Je vais t'inviter en plus, je vais t'inviter à danser. Non, ne me le mets pas trop fort à cause de Facebook, parce qu'on va se faire taper sur les doigts par Facebook. On va le mettre sur notre réseau social. Ils vont couper parce que la musique. Ouais, voilà. Mais nous, on les paye les droits, il n'y a pas de problème, mais ça fait rien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, on a fait Philippe Zilberstein. Non, mais il est occupé. Non, je vous écoute. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez aborder? Non, mais je pense que... Sinon, vous pourrez réintervenir avec Nicolas et avec Valérie tout à l'heure. Surtout, vous me faites un petit signe quand vous voulez parler, que je vous réannonce. Hein. J'espère que tu vas pouvoir relire. Là, vous pouvez dire des bêtises, on est juste écouté sur Facebook. Vous savez combien de transactions dans le monde par an 2018? 10 secondes de manière générale. 10 secondes, on reprend dans 10 secondes. Bah, si vous voulez jouer avec la caméra, je vais faire. Ah oui, très bien. Notre propre réseau de 200. Nous voici de retour au bar de l'économie. Ce matin, je suis en compagnie de Philippe Zilberstein, président de Next City Conseil Patrimoine, de Valérie Maréchal, gérante de fonds immobiliers chez Swiss Life Asset Manager, de Stéphane Rose, inspecteur commercial chez AXA, d'Anne-Laure Sergent et de Valérie Thaïs pour Evo 360 et de Nicolas Gay, président et cofondateur de Wellmo, notre start-up du jour. Alors, Anne-Laure Sergent et Valérie Tailly, eh bien, c'est la seconde info du jour. Le 2 avril prochain, vous nous proposez d'assister au Business Day. Alors déjà, qu'est-ce que Evo 360? Anne-Laure Sergent. Bonjour, merci de nous recevoir ce matin pour pouvoir évoquer notre salon. Alors, Evo 360, c'est une association de chefs d'entreprise, loi 1901, que j'ai créée avec Thomas Carter. L'objectif était en fait de proposer une offre packagée pour les entreprises du Val d'Oise. Donc je m'explique, nous regroupons une quarantaine de chefs d'entreprise aujourd'hui dans tous les domaines d'activité.
Et en fait, nous allons à la rencontre d'autres chefs d'entreprise qui ont des entreprises plus conséquentes parfois, pour leur proposer un bilan, un diagnostic en fait de leurs besoins, et nous leur proposons de répondre à ce besoin-là avec un membre Evo 360. Donc, alors Evo, ça veut dire entreprise du Val d'Oise, j'imagine. Entrepreneur du Val d'Oise. Entrepreneur du Val d'Oise. Et 360, en fait, se réfère au fait que nous proposons une offre à 360 degrés. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez à un chef? Pourquoi? Il y a déjà une soixantaine, voire même plus, de réseaux qui existent en Val d'Oise. C'est un département très dynamique. Pourquoi ce nouveau réseau? Qu'est-ce qui vous manquait dans les autres réseaux? En fait, la vraie spécificité, c'est qu'on va dans les entreprises pour leur proposer un audit. Donc, on a développé un outil informatique qui nous permet de leur fournir un audit très précis de leurs besoins. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Valérie. On va poser la même question à Valérie Tailly. Bonjour. Oui, la différence pour moi entre ce réseau et les autres réseaux, c'est effectivement notre démarche d'aller à l'encontre des chambres d'entreprise. Beaucoup d'autres réseaux fonctionnent sur la recommandation par rapport à son propre carnet d'adresses. Et là, en fait, par binôme, on va démarcher, tout simplement. Donc, on cible en général des zones précises. Et à 2 personnes, on va démarcher et on propose effectivement un diagnostic. L'objectif, c'est de se dire, le chef d'entreprise est comme nous tous, est débordé. Donc, il n'a pas le temps, justement, d'aller chercher le fournisseur lorsqu'il en a besoin. Donc là, nous, l'objectif, c'est de comprendre son besoin, comprendre ses projets, de lui permettre d'anticiper et de le mettre en relation directe avec nos différents experts dans les différents secteurs d'activité. Alors là, donc, vous faites votre 2e édition d'un mini-salon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver à ce salon? Et donc, qui a lieu le 2 avril, donc à Cormeilles, en Vexin. Alors en fait, l'objectif pour les entreprises, c'est de leur proposer ce temps plus convivial pour venir rencontrer les membres du réseau Evo 360. Donc en fait, on va proposer un buffet campagnard local. On essaie vraiment d'être local dans notre démarche jusqu'au bout, avec un petit peu des petites bulles aussi pour que ce soit convivial. Et en fait, qui viennent rencontrer les membres Evo 360, qui s'imprègnent un petit peu de notre univers, parce qu'on essaye aussi de travailler dans la bonne humeur, et pour nous, c'est très important cette convivialité. Nous leur proposerons en fait de réaliser un audit gratuit de leur structure. D'accord, alors donc là, vous êtes déjà une quarantaine d'entrepreneurs. En un an à peu près, donc non, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, pardon. Que l'association existe, mais on a mis un petit peu de temps, car en fait, on est parti de zéro. Donc, on a dû construire notre outil, réfléchir aux critères de sélection de nos membres, parce que bon, ils sont quand même sélectionnés de façon rigoureuse. Ce n'est pas que du bouche à oreille. Voilà, il y a des membres parfois qu'on doit refuser, parce qu'il faut aussi s'intégrer dans notre groupe. Donc voilà, tout le monde n'est pas. Quels sont les critères alors en fait, ça va être des critères déjà de qualité. Par rapport au métier de base en fait de ces chefs d'entreprise-là. Donc soit c'est des gens qu'on va faire entrer parce qu'on a déjà travaillé avec eux sur nos structures, parce que on a chacun nos entreprises bien évidemment, soit on leur fait remplir en fait un cahier des charges assez précis. Alors, quel type d'activités sont déjà membres? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme... Il y a vraiment tout. Donc, en fait, on se réunit par pôle de compétences. Donc, il y a tout ce qui est droit, finance, conseil, informatique, télécommunication. Vous allez avoir beaucoup d'espace aussi bien-être, car aujourd'hui, c'est très important de faire appel, par exemple, à Valérie, qui est praticienne shiatsu et qui intervient en entreprise. Donc, ça, c'est primordial aussi. Mais aussi, on va retrouver des gens... Dorothée de Kervegan, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui, qui est notre attachée de presse, donc qui fait partie. Mais il y a aussi la personne. Voilà, vous voulez que ce soit un réseau convivial. Important. Oui, convivial. Et en fait, vu qu'on travaille tous ensemble, c'est très important qu'on s'entende bien. Voilà, c'est donc un petit peu comme une famille finalement, ce réseau, c'est ça. Est-ce que ça coûte de l'argent d'adhérer à un réseau comme celui-là? Comment ça se passe financièrement? En fait, nous prenons une cotisation de 300 € annuels, donc ce qui sert notamment à financer notre salon. Donc on remercie aussi, donc notre salon a lieu au domaine de Cormeillas, qui est le château de Cormeilles en Vexin, donc il a ouvert il n'y a pas très longtemps, donc il fait des réceptions standards, donc en fait qui nous permet
de louer son lieu pour quasiment rien en fait. Il nous a fait un très bon tarif, donc on leur remercie beaucoup. Et nous avons aussi un traiteur dans nos membres qui, pareil, nous fait des tarifs intéressants pour pouvoir recevoir les gens. Parce que vous doutez bien qu'avec 300 €, c'est un petit peu léger pour faire ce genre d'événement. Mais en fait, voilà, on s'en sort comme ça. Merci beaucoup en tout cas pour donc cette annonce, donc de rejoindre le réseau Evo 360. J'ai compris que ça coûtait 300 € par an pour adhérer. Alors justement, vous Valérie Tailly, au sein de ce réseau, vous faites des séances de bien-être, du shiatsu. Expliquez-nous, on n'a pas trop l'habitude au bar de l'économie, expliquez-nous ce qu'est le shiatsu et à quoi ça sert et quelles sont les demandes des entreprises. C'est pour le chef d'entreprise ou c'est pour le salarié ou est-ce que c'est pour tout le monde? Alors déjà, c'est donc le shiatsu, donc c'est une technique qui consiste à travailler l'énergie de la personne pour lui permettre de diminuer voire supprimer tout ce qui est pression, que ce soit physique ou psychologique. Donc à l'origine, ça vient de Chine et ça a été repris par les Japonais. Et shiatsu signifie pression des doigts en fait. Pourquoi les entreprises? Alors je fais aussi les particuliers, j'ai d'ailleurs un cabinet en gain pour les recevoir. Et pourquoi les entreprises? Parce que souvent les salariés ne prennent pas le temps une fois qu'ils sont sortis de leur contexte, de prendre soin d'eux. Aussi parce que j'ai une première vie dans un monde professionnel qui était l'informatique. Et j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on vienne me faire du shiatsu en entreprise pour pouvoir mieux affronter les projets. Alors j'interviens sous forme de séance de 30 minutes individuelle, donc je viens avec ma table de massage. Et voilà, donc pendant 30 minutes, je reçois les personnes une à une pour leur pratiquer des pressions sur l'ensemble du corps. Alors, plusieurs avantages à ça. Donc on est toujours dans un système gagnant-gagnant. Hein. C'est-à-dire que l'entrepreneur, enfin les chefs d'entreprise qui fait appel à mes services, évidemment c'est un investissement financier pour lui, mais c'est un vrai retour ensuite sur la dynamique de ses équipes et sur la rentabilité, puisqu'on est vraiment dans du lâcher-prise. Et après, il y a une meilleure entente, meilleure communication, meilleur échange au sein de ces équipes. Et du coup, donc, j'ai compris que c'était des massages, hein, c'est bien ça finalement? Alors, le massage est réservé au kiné, donc on n'a pas le droit de l'utiliser, mais en fait, c'est des points de pression. D'accord. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser le mot massage, vous voulez dire? Non, il est réservé au monde des kinés. Des kinés professionnels, donc. Ouais. D'accord. Et donc, et vous, par contre, Anne-Laure Sergent, vous vendez des services en gestion de patrimoine, c'est bien ça? Et du coup, vous avez créé un cabinet de la marque AXA. Et du coup, avec Stéphane Rose, j'imagine qu'il lui aussi a une journée à nous proposer. J'imagine que vous vous connaissez. Et en tout cas, vous faites à peu près presque le même métier, dans le même domaine. Alors vous, Stéphane Rose, vous nous proposez une journée aussi, mais là, elle, le 4 avril, c'est-à-dire jeudi prochain, pour développer son affaire d'indépendant, c'est ça? Exact, tout à fait. Moi, je suis inspecteur commercial AXA France, dans le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine. Et c'est un réseau qu'on cherche à développer fortement. Et on cherche à recruter des hommes ou des femmes d'affaires qui sont capables de développer des centres de profit et ont une forte expérience, une capacité commerciale, avec surtout un esprit entrepreneurial. Voilà en fait ce qu'on cherche, tout secteur d'activité. Mais en général, la plupart des gens qu'on recrute ne sont pas issus du monde de l'assurance ou de la banque, sont issus de tous les secteurs et en général, ce sont des personnes aussi qui sont parfois en rupture avec le salariat. En reconversion professionnelle, en fait, voilà. Souvent, c'est ça que vous voulez dire? Parfois des cadres dirigeants qui en ont marre parfois d'être salariés, qui sont en rupture avec le salariat et qui souhaitent créer leur affaire. Après, il faut trouver le secteur d'activité. Et ce secteur d'activité dans l'assurance, et notamment dans l'assurance des personnes, parce que c'est le sujet qu'on traite, ce sont des sujets qui sont en plein développement et qui sont porteurs. Oui, on entend bien parler avec la baisse de la sécurité sociale, il faut des assurances complémentaires, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, tout à fait. En fait, c'est tout ce qui a trait, l'assurance de personnes, c'est tout ce qui a trait à la prévoyance, la retraite, on en parlait tout à l'heure, l'épargne, l'investissement, le placement, la santé, la dépendance, sur 3 marchés, le particulier, le professionnel et l'entreprise. Alors cette journée du 4 avril où vous allez parler de ça, de développer sa propre affaire finalement dans ce domaine de la gestion de patrimoine, est-ce qu'on peut est-ce que vous proposez de racheter des portefeuilles clients ou est-ce qu'on démarre de zéro? Comment ça se passe? Alors là, ici, dans ce réseau qui s'appelle le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine, en fait, on démarre de zéro.
On démarre de zéro et l'idée, justement, on peut vendre des portefeuilles de clients, mais une fois que l'agent général aura compris et fait bien son métier pendant les 2 premières années. Voilà, pour qu'il ait une bonne connaissance de tout ce qui est protection sociale en France, pour qu'il ait des connaissances très solides, pour justement pouvoir racheter des clients dans l'avenir et donner le même service que ces clients ont eux-mêmes apprécié dans le passé avec un agent qui avait ces qualités. D'accord. Alors, quelles sont les qualités, finalement, pour devenir... On va peut-être demander à Anne-Laure Sergent, puisque vous êtes dans ce métier, ça tombe bien. Voilà, Anne-Laure est agent général prévoyance et patrimoine, donc depuis 7 ans, je crois, 6-7 ans, et on cherche à recruter des femmes comme Anne-Laure. Alors, pourquoi vous avez choisi ce métier au départ, vous, Anne-Laure Sergent? Alors, moi, j'ai été approchée en fait par AXA, qui ont trouvé mon CV a priori sur LinkedIn. J'étais enceinte de mon premier enfant et j'étais cadre dirigeante, je gérais un centre de profit à Paris pour une société qui était dans le sud. Donc je faisais énormément d'allers-retours en avion, j'avais des horaires ingérables et mon mari est dans le bâtiment, donc il a les mêmes horaires. Donc je voulais absolument remonter une entreprise parce que j'en avais eu par le passé avec mon père. J'avais des entreprises familiales. Dans notre famille, on avait une entreprise qu'on avait revendue. Donc en fait, voilà, je voulais absolument refaire ça pour me libérer aussi un petit peu de temps pour gérer mes enfants. Donc du coup, je me suis lancée dans l'aventure. Donc j'ai accouché, j'ai démarré la formation et je me suis lancée sur le terrain. Les qualités qu'il faut. Faut être très travailleur. Ça, clairement, c'est un métier, il faut bosser. Voilà. Ensuite, il faut être très organisé. Parce qu'en fait, c'est un métier qui demande du temps, donc du temps de rendez-vous quand vous allez voir les gens pour analyser effectivement leurs besoins et essayer de répondre à une solution qui rentre dans leur budget. Ça, c'est important aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il faut être très organisé parce que quand vous faites des études sociales et patrimoniales, ça vous prend 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures. Parce qu'en fait, vous réfléchissez à une stratégie. En fait, chaque client correspond à une stratégie. Donc, ça prend quand même du temps. Ensuite, il faut aller le présenter, etc. Donc, il faut vraiment être très organisé, bien gérer son temps de travail, pas se laisser déborder. Ensuite, il faut aimer les gens. Je pense que c'est hyper important. Parce que là, on travaille quand même sur des problématiques parfois difficiles. Enfin, moi, dans mon métier, parfois, c'est très difficile humainement. Parce que j'ai affaire à des gens qui sont malades, qui cherchent des solutions. On a affaire malheureusement à des décès, c'est des choses, on est dans la vie des gens, dans ce qu'il y a de bien et dans ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Voilà. Alors vous personnellement, vous adressez à la fois aux particuliers tout comme à des professionnels? Oui, tout à fait, je travaille avec des chefs d'entreprise. Nous avons une offre, en fait, moi j'ai toutes les accréditations d'agence AXA, donc je suis aussi AXA Bank, Draw Estate, donc quand on parle du Pinal, effectivement, j'en propose aussi. J'ai toutes les cordes à mon arc, donc effectivement, tout ce qui va être prévoyance, ce genre de choses. Alors pour cette journée du 4 avril, Stéphane Rose, où vous dites créer et développer votre propre affaire en toute indépendance, on peut démarrer à quel âge? Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, à partir de 28-30 ans, on peut démarrer dans ce métier. Quand on démarre un peu plus jeune, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais que votre environnement est un peu plus restreint. Donc 28-30 ans, c'est un bon âge pour démarrer. Et puis après, ça peut être du 35, 40, 45. Voilà, il y a un moment donné, on a pas mal de candidats, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui, à un moment donné, se disent qu'est-ce que je vais faire durant les 20 prochaines années de ma vie professionnelle, jusqu'à l'heure de ma retraite. Et bien, dans ce job-là, évidemment, dans ce métier-là, et en statut de profession libérale, vous pouvez faire jusqu'à la retraite, même après aussi. Voilà. Et tout ça va être expliqué le 4 avril. À partir de 14h, donc il y a un accueil à partir de 14h, il va y avoir des témoignages aussi d'agents généraux qui vont témoigner de leur job, qui font depuis 2, 3, 4, 5 ans, et qui sont des passionnés par le métier. Et c'est ce que disait Anne-Laure, on rentre dans l'intimité financière des familles pour traiter de tout ce qui sont tous les sujets liés à la protection financière du patrimoine et des entreprises. Alors cette réunion a lieu chez AXA France à Nanterre? Elle a lieu à Nanterre. Pour ceux qui veulent s'inscrire, bien évidemment, il faut m'envoyer juste un mail sur mon adresse stéphane.rose@axa.fr. Et puis vous m'envoyez un mail en disant que vous voulez vous inscrire, vous me joignez avec votre CV et on va vous envoyer l'invitation. On peut vous joindre par LinkedIn, j'imagine aussi. Bien évidemment, aussi sur LinkedIn, Stéphane Rose, AXA, on va me trouver facilement.
Et j'ai communiqué aussi sur ce billet-là. On va faire une petite pause, si vous voulez bien, Bien Stéphane évidemment. Rose, et on revient avec vous dans quelques minutes. Tu veux que je dise d'autres trucs ou pas? Non, mais parce que. Non, mais mais- subvention, on ne peut pas tout. Non, mais c'est très Ça va Ils sont des bénévoles. Ah non, mais je sais. Les Non, mais c'était techniciens pas sont des prévu. salariés. Non, mais c'était pas prévu. C'est les seuls de salariés. C'est mieux quand c'est pas C'est vous mieux avez quand annoncé c'est le job pas en plus. prévu. Ah non, Puis, j'ai arrêté mon job temps, pour ça. Ça va. C'est du bénévolat Non, mais total. non, mais j'ai pas, il y a pas C'est pour ça que j'ai dit que je faisais ça pendant... Non, vraiment. Je peux bien t'évoquer ton Commencez rôle à- aussi. Ouais, Le rôle de l'inspecteur. voilà, le rôle de l'inspecteur. Si, C'était de ton chacun côté son aussi, tour. peut-être ça avec va arriver l'inspecteur, dans quelques minutes après. le coaching, le On a démarrage, le temps, il est que moins le quart. On est tout à fait dans les temps. Bien devant, s'il vous plaît, restez Bien pas. devant. Ouais, parce que sinon, vous Non, en c'est parce que c'est au point du micro. Depuis de nombreuses années. Moi, on peut parler de côté, du moment qu'on s'approche. Ah ouais. Mettez-le comme vous savez, mais à la bonne hauteur. Rien n'empêche d'avoir les infos. Voilà, mais vous êtes bien là. On va lui faire parler encore quelques minutes et après c'est J'ai un bon. très bon contact avec le staff. Enfin, j'ai une personne qui s'occupe de moi. Est-ce que vous avez des questions les uns et les autres que vous voulez poser? Je vous ai pas demandé tout à l'heure. Vous voulez poser des questions ou pas? Non, c'est clair. Ah non, je pose pas de questions. Alors, moi, j'ai encore une question à vous poser. C'est à propos, justement, vous l'avez dit, de AXA Bank. Est-ce que vous pouvez en parler? Alors, En fait, AXA Bank. Est-ce que, non, enfin, je veux dire, est-ce qu'une fois qu'on devient, comment vous agent dites, général, prévoyance et patrimoine. c'était mon premier métier d'ailleurs, Oui. une fois qu'on devient agent général, donc prévoyance, on peut donc faire d'autres choses. On n'est Vous pas avez- cantonné. Une fois que vous avez passé en fait les accréditations, C'est combien de nécessaires, temps? Donc, il faudra me parler des accréditations et du temps. En 2-3 ans, vous vendez, après le démarrage, en 2-3 ans, vous vendez de la banque, de l'immobilier. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Il faut juste passer les. C'est même hors AXA, hein, c'est pas règlement, c'est pas spécifique AXA. Il faut passer un examen qui s'appelle l'IOB, qui est dans le monde bancaire. c'est D'accord, vous allez me parler de ça. Voilà. Et puis après, je vais vous faire reparler juste quelques minutes sur la banque. Non, enfin, Non. c'est pas ça. C'est plutôt. Enfin, je pense ce qui est important pour lui aujourd'hui, c'est le rôle de l'inspecteur qui nous accompagne en fait, parce qu'on n'est pas lâché dans la nature quand on monte son entreprise. C'est un Si référent. je puis me- ouais, Ouais, c'est un référent et vraiment il nous accompagne vraiment en termes de formation, en termes de soutien. Il vient sur le terrain avec nous quand on a besoin sur des dossiers. un peu D'accord, donc vous compliqués, allez nous surtout parler quand du on métier. démarre. Ça, c'est très important. Je pense que c'est pour lui, enfin pour son objectif aujourd'hui, si c'est possible, je pense que ça peut avoir Oui, un bien sens. sûr, on est là pour se recadrer. D'accord. Franchement, Et puis après, vous me parlerez un petit peu de la banque. Qu'est-ce que propose AXA Bank? C'est que pour les particuliers là pour le coup. Oui. Je sais pas si ça a un sens aujourd'hui. C'est une bancaire classique. Moi je pense qu'on C'est-à-dire peut, on peut prêt, plus parler du Pinal éventuellement parce que du coup on a tous un lien éventuellement, mais Avec la banque, ce qui est possible de faire, c'est du crédit patrimonial. Enfin, du crédit patrimonial. On y va. C'est l'assurance vie, il y a des choses qui peuvent se faire. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Zilberschein, président de Nexity Conseil et Patrimoine, de Valérie Maréchal, gérante de fonds immobiliers pour Swiss Life Asset Manager, de Stéphane Rose, à qui nous allons passer la parole de nouveau tout de suite, qui est donc inspecteur commercial chez AXA au département Prévoyance et Patrimoine, d'Anne-Laure Sergent et de Valérie Thaïs pour Evo 360 et de Nicolas Gay pour Wellmo, notre start-up du jour. Alors Stéphane Rose, on était en train de parler de cette journée que vous proposez chez AXA France à Nanterre le 4 avril pour développer son affaire. Quel est le rôle de l'inspecteur commercial puisque c'est votre métier? Alors, il faut savoir que dès que vous avez envie de devenir entrepreneur, dès que cette envie vraiment elle vous titille depuis très très longtemps, on propose nous un projet clé en main. On a un projet clé en main et un accompagnement. Une fois que la personne va prendre connaissance du projet, on va rentrer dans un processus de recrutement qui est une phase de réflexion entre le candidat et nous, qui va durer 2, 3, 4, 5, 6 mois. On n'est pas pressé, puisque logiquement l'agent général qui va rentrer chez nous et qui va devenir agent, ce sera pour 15, 20 ou 25 ans, donc on n'est pas à 2-3 mois près. Une fois que cet agent, on a pris la décision de se choisir, un peu comme de se choisir, l'agent va partir en fait en formation, dans une formation qui est dans le sud de Paris, qui est à Bourg-et-sur-Juine, qui va durer 3 mois, qui est une formation de plein temps, du lundi au jeudi ou parfois au vendredi. Ah oui, donc il faut totalement être disponible en fait. Voilà, avec un examen tous les 15 jours, des notes tous les 15 jours, donc un contrôle continu. Si vous n'avez pas la moyenne à 2 examens, vous êtes éjecté de la formation.
Et au bout des 3 mois, vous avez un examen à passer avec une journée d'oral et une journée d'écrit. Si vous avez votre examen, vous pouvez donc devenir agent général prévoyance et patrimoine. À l'époque, c'était une formation qui était reconnue par le ministère du Travail et de l'Emploi d'un niveau 2 licence maîtrise. Je connais aucun agent général que j'ai pu recruter dans le passé qui n'a pas bossé énormément pendant ces 3 mois, puisqu'il faut avoir les connaissances nécessaires pour aller rencontrer notre cible. La cible que les agents généraux vont rencontrer, ce sont des cadres dirigeants, des libéraux, des chefs d'entreprise et des retraités aisés. Donc il faut avoir de solides connaissances, tout ce qui est social et patrimonial. On travaille avec 3 corps de métier au quotidien et tout au long de l'année, l'expert comptable, l'avocat d'affaires et le notaire, pour 2 raisons. 1, c'est une synergie de statut parce que ces gens-là sont des libéraux, nos agents sont des libéraux. Quand 2 libéraux se rencontrent, c'est quand même plus sympa de travailler ensemble. Et de 2, en général, nos agents généraux ont à peu près le même niveau de formation que l'expert comptable, l'avocat et le notaire. En général, ce sont des gens qui sont diplômés, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Et donc, en général, ils se comprennent bien. Après, il va y avoir l'inspecteur commercial qui s'est chargé du recrutement et qui a expliqué des choses au recrutement qu'il va devoir prouver avec l'agent général. Une fois que l'agent général va sortir de l'école, l'accompagnement de l'inspecteur et de l'accompagner 2 à 3 demi-journées par semaine pendant 3 à 6 mois sur le terrain pour aller aider l'agent général à faire ses premières affaires. À développer finalement son réseau. Voilà, faire ses premières affaires. Et tout au long de la vie de l'agent général, l'inspecteur est la courroie de transmission entre la compagnie et son cabinet. Quand il y a un truc qui coince dans le cabinet, c'est à nous, inspecteurs, de se débrouiller pour de décoincer ça, pour que l'agent général, on lui libère du temps commercial. Voilà, il y a un accompagnement qui est fait et notre objectif, c'est de dire à cette personne, il faut comprendre une chose, et ce que disait Anne-Laure est important, si nos clients, ce sont des humains, bien évidemment, on traite beaucoup d'humains, nos agents, c'est aussi de l'humain. Quand on recrute un agent général, on emmène une famille avec nous. C'est un projet de famille dans lequel on rencontre le conjoint. Et donc, on a envie que ce projet fonctionne pour les 2 parties. Et ce qui va se passer, c'est que on va avoir le respect de la parole donnée. Si on dit des choses de recrutement, on va devoir les mettre en pratique avec l'agent général une fois qu'il sort de l'école. Alors donc, vous avez parlé d'un investissement en temps au niveau de la formation. Est-ce qu'elle est payante, cette formation, ou est-ce que c'est gratuit? Alors, la formation n'est pas payante. AXA va prendre beaucoup sur lui en termes d'investissement, puisque là, vous avez la possibilité de créer votre affaire sans apport de capitaux. Donc, il n'y a pas, comme dans certaines franchises, à mettre de l'argent sur la table. Donc, c'est 0 € pour démarrer, puisque vous démarrez ex nihilo. Vous avez une formation de très haut niveau et une formation continue tout au long de votre vie d'agent général. Il y a un accompagnement financier qui va être fait pendant les 4 premières années, qui est l'investissement que AXA va faire sur la tête de l'agent général parce qu'on l'aura choisi. Il faut avoir une idée en tête. On reçoit par an, on reçoit en moyenne, on chasse et on reçoit à peu près 15 000 CV dans l'année. Et sur ces 15 000 CV chassés et reçus dans l'année, on recrute en moyenne 300 personnes en France. Donc le processus de sélection de recrutement est assez verrouillé et beaucoup plus dur qu'ailleurs parce que l'agent va bénéficier de tout cet accompagnement d'AXA. Il va y avoir, ce que je vous disais, créer votre affaire sans aucun apport de capital, un investissement financier mis sur la tête de l'agent, la formation et surtout le temps que l'on met, le temps de l'inspecteur, qui va être le temps nécessaire pour que l'agent puisse développer. Voilà, un accompagnement total, c'est ça que vous voulez nous dire aujourd'hui. Donc c'est ce dont tous ces sujets vous allez parler le jeudi 4 avril à Nanterre. Exactement, à 14h. Par contre, pour celui qui devient agent général, j'imagine qu'il n'a pas de rentrée d'argent au départ. Alors est-ce que là, il y a une aide financière d'AXA au départ? Alors, il y a une aide financière évidemment d'AXA qui est en fait une aide à la trésorerie de l'entreprise qui va se faire pendant les 4 premières années. Et qui peut parfois aller en cumul avec. Il faut aller voir évidemment pour celui qui veut devenir entrepreneur. En général, il peut aller au Pôle emploi cadre et tout ce qui est Pôle emploi, il peut y avoir un cumul. Il peut y avoir un cumul en fait entre les ascédiques que le cadre qui a arrêté son activité et qui touche les ascédiques peut le cumuler avec ses revenus d'activité. Il y a un accompagnement qui est fait financier au démarrage. Et je peux vous dire que pour certains agents généraux que j'ai pu recruter, qui avaient en général des niveaux d'admiration pas négligeables en tant que cadre dirigeant, les ont retrouvés, peut-être pas au bout d'1 an ou 2 ans, mais ont retrouvé, voire ont même dépassé leur rémunération au bout de 3, 4, 5 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, ça dépend pour certains. Voilà. Ça dépend pour qui, évidemment, bien sûr. En tout cas, donc une grosse aide
de la part d'AXA. Donc, si vous êtes intéressé par devenir et par développer votre propre affaire, eh bien, allez à cette journée d'information. Ça n'engage à rien de toute façon. Ça se passe à Nanterre, chez AXA France, le jeudi 4 avril à partir de 14h. Et on vous dira tout et beaucoup plus sur ce métier Je vais d'agent. rajouter juste une dernière chose. La plupart des gens qui sont venus nous rencontrer dans ce genre de réunion sont venus là un peu par hasard, en se disant au démarrage, si j'y viens, en mon avis, ça ne va pas m'intéresser, mais je vais quand même venir juste par question de curiosité. Et la grande majorité des agents qu'on a pu recruter en France, qui venaient d'autres secteurs, c'est comme ça qu'ils ont démarré en fait ce processus de recrutement. Merci beaucoup pour ce point très précis sur le métier d'agent. Effectivement, c'est très intéressant. Puis le fait d'être accompagné, je pense que c'est mieux que d'être tout seul, parce que c'est quand même peut-être pour quelqu'un qui n'a jamais été chef d'entreprise, c'est pas si facile que ça quand on doit se lancer comme ça dans la nature. Merci Stéphane Rose. On va faire tout de suite une toute petite pause, une pause jingle peut-être, et puis on revient avec vous. Une pause jingle. On change de sujet. On change de sujet. Autre sujet du jour au bar de l'économie aujourd'hui, eh bien, c'est avec Valérie Maréchal. Donc, vous êtes gérante de fonds immobiliers chez Swiss Life Asset Manager. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire être gérante de fonds immobiliers? Alors, c'est mettre en place des structures juridiques qui vont investir dans des projets immobiliers. Alors, en l'occurrence, ce matin, je suis venue vous parler de la RSS, de la résidence service senior, mais ça peut être tout type de projet immobilier. Ça peut être des hôtels, des bureaux, de la logistique, des commerces, du résidentiel ou des projets à ce que l'on appelle un impact positif. Mais ça, je peux venir vous en parler une autre fois. Oui, parce que Swiss Life, c'est une grosse société très connue, très ancienne d'ailleurs, dans le domaine de l'assurance et de l'investissement en patrimoine, non? Oui, alors il y a deux choses. Il y a Swiss Life Assureur et puis il y a Swiss Life Asset Managers. Swiss Life Asset Managers, aujourd'hui, c'est la fusion des métiers d'investissement immobilier et de valeur mobilière. Mais précédemment, Swiss Life, au départ, Swiss Life Asset Managers, ça a été une start-up. Une start-up marseillaise qui a été créée il y a 11 ans par Frédéric Boll, qui a ensuite été rachetée par Swiss Life et qui aujourd'hui gère plus de 70 fonds en immobilier pour environ 13 milliards d'euros. C'est une manière de faire de la réassurance aussi pour Swiss Life? Non, c'est une manière de gérer sa poche immobilière. Tous les assureurs ont une poche immobilière et Swiss Life Asset Manager, pour sa partie immobilière, correspond à cela pour le groupe. Alors justement, vous investissez plus particulièrement en fonds de résidence de service. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites et l'objectif. Alors, la RSS, c'est en fait... la résidence de service. Oui, la résidence service senior, en fait, RSS. C'est un immeuble de logement entre du T1 au T3 qui est proposé à la location avec un socle de service qui est en général un accueil physique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une veille pour le résident, c'est-à-dire qui est équipé d'un bracelet ou d'un collier électronique en cas de chute, de manière à ce qu'il puisse être secouru très rapidement. C'est un accès à des équipements de sport, des équipements de restauration également. Et puis, vous avez également des services complémentaires qui peuvent être pris par le résident. Comme le ménage, comme la restauration à midi dans le restaurant qui est collectif. Mais la première base de service dont vous avez parlé, c'est inclus au Absolument. départ. Hein, voilà. Absolument. Si on réserve un appartement chez vous, finalement, on a déjà cette base de service avec ce fameux bracelet ou collier anti-chute, par exemple. Tout à fait. Alors, c'est pas chez nous que l'on va réserver, parce que nous, en tant qu'investisseurs, nous concluons un bail commercial avec un exploitant de résidence service senior. Monsieur Zilberstein tout à l'heure, donc pour le groupe Nexity, a développé via une participation au capital de Domitis. En fait, il construit des résidences services seniors, mais vous avez d'autres exploitants, hein, comme les Girondières, la marque Les Girondières, avec le groupe Résidétudes, comme Acapace, comme Cogedim.
et qui également sont des exploitants de résidences services seniors, avec qui nous allons contracter et un bail commercial, donc ils vont nous payer à nos investisseurs un loyer fixe durant toute la durée du fonds, et qui, eux, vont louer des appartements aux personnes âgées. Et donc, c'est eux qui vont développer des services, ou est-ce que vous, en même temps, vous leur imposez des services précis? Non. C'est eux qui vont proposer des services, et chaque exploitant, je dirais, a un peu sa gamme de services propres. Ils vont proposer dans leur offre globale des services aux résidents. Alors, quels sont les investissements dans quelle région de France comment vous réfléchissez vos investissements en France? Alors, d'abord, on a réfléchi nos investissements de façon plus globale, c'est-à-dire que on est parti sur des données à la fois démographiques. Aujourd'hui, il y a 6 millions, un peu plus de 6 millions de seniors en France qui ont plus de 75 ans. C'est 9,3% de la population. Et on s'attend à un quasi-doublement des seniors d'ici 2050. On gagne quand même 1 an d'espérance de vie tous les 4 ans. On a aujourd'hui l'arrivée ce qu'on appelle des papy boomers à l'âge de la retraite. Et on a également, ce qui est assez important d'un point de vue service, une stagnation de ce qu'on appelle la dépendance, des seniors qui rentreront en dépendance. C'est-à-dire que sur une génération donnée, environ 15% d'une génération va tomber dans ce qu'on appelle la dépendance et la grande dépendance. Et pas plus, vous voulez dire. Et pas plus. Donc... Et on a à peu près un niveau quasi stable de ces gens qui vont entrer dans la grande dépendance et qui, eux, vont nécessiter un autre type de service que l'on va retrouver dans les EHPAD. Alors, vous avez dit qu'on prenait 1 an de plus. On avait la chance de pouvoir vivre 1 an de plus tous les 4 ans. Pourtant, une étude récente a montré que là, on commençait à se stabiliser. Vous n'y croyez pas? Alors, toutes ces études, en fait, font un peu fi de toutes les découvertes médicales qui pourront être faites dans l'avenir et qui sont faites finalement tous les jours. Alors, c'est vrai qu'on assiste à une stagnation de la durée de vie, tout simplement parce qu'on s'est aperçu que les femmes, hélas, pour une fois, et je dis hélas pour une fois parce que là, elles rattrapent les hommes, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire avec la consommation d'alcool et de tabac qui augmente chez les femmes, on a comme conséquence une perte de la durée de vie. Bien sûr. Et donc, du coup, vous réfléchissez, donc j'imagine, en fonction de tous ces critères que vous venez d'annoncer, c'est-à-dire d'ici 2050, probablement 12 millions de personnes de plus de 75 ans. Et que ça veut dire quoi pour le paysage français, pour vous? Alors, si vous voulez, on a réfléchi sur des questions effectivement purement démographiques, mais aussi sociologiques. C'est-à-dire que on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un véritable isolement des personnes âgées. Et que ça nuit considérablement au bien vieillir, en fait. On s'est aperçu à travers différentes études que le lien social est important dans le bien vieillir. Et il y a un autre phénomène que l'on constate, c'est que aujourd'hui, les aidants qui ont aujourd'hui 50, 64 ans, 65 ans, et qui vont apporter leurs aides à des personnes plus âgées, autour de 80 ans, sont en diminution parce qu'on a une population d'aidants qui était majoritairement une population féminine, qui travaille et qui a moins de disponibilité en fait pour aider les personnes âgées. Et du fait de cette diminution de la population aidante, on va avoir pour les seniors un plus grand besoin de services. Et puis enfin, et ça je reprendrai un peu les propos qu'avait tenus M. Zilberstein, c'est que économiquement, on a 50% des Français qui sont propriétaires et plus de 65% des plus de 75 ans sont propriétaires. Ils ont également des niveaux de produits financiers qui sont importants. Et justement, les produits financiers des seniors, mais aussi les investissements en immobilier qu'ils ont pu faire quand ils étaient jeunes, vont leur servir à les solvabiliser au moment de l'entrée en résidence service senior, où ils vont pouvoir louer un appartement en louant eux-mêmes leur propre résidence principale. Par exemple, oui. Et ce, sans toucher finalement à leur patrimoine de transmission, qui est une notion qui est très importante pour les Français, de pouvoir transmettre son patrimoine. Alors justement, on va reparler de ce sujet dans quelques secondes. Je vous propose, Valérie Maréchal, on va faire une petite pause musicale et on revient dans quelques minutes au bar de l'économie.
Est-ce que vous voulez boire un petit peu d'eau? Parce que j'ai l'impression Oui, que... mais moi j'ai la bouche sèche parce que j'ai eu un traitement qui fait que j'ai plus de C'est salive. Non, c'est gênant quand on parle là, pour articuler. Par contre, On n'a pas le droit de boire en studio, il faut sortir. Dans le studio, là, je suis Il faut désolé. sortir. C'est pas possible. Quoi. Je vous propose de boire, mais de sortir pour boire. C'est pas normal. Pas de verre ici. Pas de verre ici. Ah bah ouais, parce que là, si ça se renverse... Ah bah là. il passe... Là, c'est catastrophique. Ah bah oui, voilà. Plus de raté. Ah, il va passer. J'adore cette musique, arrêtez de faire, Tu t'en vas? Merci. Tu veux pas rester Ah, je fais ça avec les... Mais je te ferai il est dans Christophe, il est dans ma musique dans mon dossier. C'est un truc que j'ai. Oui, mais 5 minutes. Ah, tu l'as. Je passais avec François. Ils aiment bien écouter ça comme ça. Ah, c'est vrai. Allez, On est en dansez train de un petit parler, peu. voyons. Il pense un peu. Ils aiment bien se frotter, tu vois. Bon, allez, venez. On vous regarde. Hein, dansez un petit Oui, peu. donc le français est prévoyant. Bah oui, Ah, bah, faites-nous une démo. on est pudique. Ou vous voulez danser, Florence, avec nous aussi? Ah bah oui, pourquoi pas, c'est quand? Bah, c'est maintenant. Ah, c'est maintenant, Vous d'accord. entendez Bah, pas je ce vais petit danser. son salsa et tout Mais après le bar de l'économie, il n'y a pas de souci. On y On retourne? va boire un coup peut-être, non? Avant, non? Non, moi c'est là mon problème. On y retourne, c'est bon? Vous êtes prête? Ah ouais. Nous voici de retour au bar de l'économie. Nous étions en train avec Valérie Maréchal, gérante de fonds immobiliers pour Swiss Life Asset Managers, de parler donc de l'évolution de la population qui va donc doubler d'ici 2050 pour les plus de 75 ans et la diminution des aidants puisque qui étaient majoritairement des femmes, et bien maintenant elles travaillent. Donc comment va-t-on faire? C'est ça que vous nous disiez, Valérie. En fait, Oui, le français eh bien, est prévoyant. les seniors vont devoir trouver d'autres solutions. Et une des solutions, c'est de se retourner vers ces résidences qui leur proposent une offre locative et un socle de services, mais également des conditions de vie et de convivialité qui sont importantes, de lien social. En fait, on n'a plus envie de la maison de retraite classique telle qu'on l'entendait. C'est ça que vous voulez dire? Hein? Alors, la maison de retraite classique a un peu disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des EHPAD. Donc ça, c'est pour les personnes à haute dépendance, grande dépendance. Aux personnes âgées dépendantes, qui, il y a encore quelques années, accueillaient des personnes non dépendantes, mais qui progressivement se sont, je dirais, spécialisées dans la dépendance et la grande dépendance. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les EHPAD, vous avez une majorité de fauteuils roulants, des unités de vie protégées pour les personnes qui ont des troubles neurocognitifs. Et donc, vous avez vraiment une spécificité des EHPAD, ce qui laisse tout un champ de possibles et d'hébergement pour des personnes parfaitement valides. Qui veulent donc d'autres services et d'autres moyens de vie. On va passer la parole à Philippe Zilberstein. Ce que je voulais dire, c'est presque ce que vous venez de dire toutes les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a encore peu de temps, il n'y avait pas trop de choix. On passait de l'habitat classique à la maison de retraite. La résidence service senior, en tout cas pour nous, Net City, on est sur le sujet depuis 8 ans. On a 50 résidences partout en France et en exploitation. Et on se rend bien compte que partout où elles se posent, même si ce ne sont pas obligatoirement des grandes agglomérations, il y a une attente et un besoin. Puisque du côté utilisateur, c'est souvent des gens qui soit se retrouvent veufs pour... on va parler des femmes, puisque c'est plutôt le pourcentage, la majorité, qui se retrouvent veuves, qui veulent rester parce que les attaches familiales, parce que les liens veulent rester dans la même région et qui pour autant cherchent, comme l'a dit madame, cherchent un lien social, cherchent à ne pas être seuls. Et donc, en fin de compte, c'est un immeuble classique dans lequel, en pied d'immeuble, la plupart du temps, vous trouvez des services. Des services, c'est comme si on était en centre-ville, c'est ça que vous voulez dire? Moi, je dis que c'est presque le club med des seniors et je vous encourage, en tout cas si vous avez l'occasion, à en visiter une parce que je pense que c'est un point de vue qui changera. Une autre manière finalement de vivre pour nous qui allons tous devenir seniors un jour ou l'autre en fait. Exactement.
Alors Valérie Maréchal, comment vous réfléchissez donc, puisque c'était ça, c'est comme ça qu'on est parti sur ce sujet chez Swiss Life, pour l'investissement, pour nous, pour notre futur en France. Alors quels sont les choix que vous faites et comment vous les faites, les choix immobiliers? Alors, les choix pour la résidence service senior ont été faits à partir de rencontres, puisque dans ce secteur qui maintenant, je dirais, se développe, beaucoup de promoteurs se sont lancés dans la réalisation de résidences service senior, mais il faut ensuite sélectionner l'exploitant, parce que la personne âgée n'est pas un locataire lambda. Et notre travail à nous consiste aussi à rencontrer les exploitants, à comprendre la manière dont ils vont aborder le senior, qu'est-ce qu'ils vont lui proposer, comment ils tiennent compte de cet âge de la vie où finalement les solidarités doivent s'inverser, c'est-à-dire la solidarité familiale s'inverse. Dans l'âge, je dirais, dans le grand âge, il y a vraiment 3 phases. C'est-à-dire qu'il y a la première phase où, entre 65 et 75 ans, environ 80 ans, on est vieux sans être vieux. On commence sa vie de retraité, on est dynamique, on a encore des activités et on découvre notre vie. On tourne la page de la vie professionnelle, on découvre notre vie. Puis ensuite, on a une deuxième phase à partir de 85 ans, où là, on a besoin de ses enfants, alors qu'avant, on était dans une relation inverse, c'est-à-dire qu'on rendait service à ses enfants. Et là, on bascule et on demande à ses propres enfants une aide. Et c'est vraiment là le cœur de cible pour les RSS, de ces gens qui sont autonomes, mais qui quand même se sentent vieillir et qui ont besoin d'aide. Les résidences seniors, enfin de services pour les seniors. Absolument. Alors ensuite, nous, on a commencé par nouer des partenariats, notamment un premier partenariat avec Résidétudes. On travaille également avec Domitis, on rencontre d'autres exploitants également. On essaie de bien comprendre leur business model, de voir comment se fait l'adaptation des services à la population qu'ils vont loger. Et notre choix se fait de cette manière. On regarde également, parce qu'on est profondément immobilier, et donc on regarde la localisation. Pour nous, il est important que les résidences soient situées soit en centre-ville ou proche du centre-ville, proche des transports, et surtout qu'il y ait un flux en fait. Ce qui est important, c'est que la résidence puisse être irriguée par un flux, qu'il soit commercial, qu'il soit humain. C'est la raison pour laquelle on aime que la résidence soit pas loin d'un centre-ville. Il faut que les enfants puissent venir voir les seniors, que les petits-enfants puissent venir voir les seniors. Donc la localisation, comme tout le temps en immobilier, est fondamentale. Et donc du coup, vous négociez avec des maires pour cela, c'est-à-dire que vous allez voir des maires pour pouvoir installer quelque chose en ville, ou bien ça passe que par les contrats de société de services avec qui vous collaborez? Non, alors en général, c'est pas nous qui allons voir les maires, ce sont les promoteurs qui vont voir les maires, qui arrivent en fait à avoir des terrains, à devenir propriétaires de certains emplacements fonciers, et qui ensuite vont normalement voir un exploitant, parce que un promoteur doit dès le départ et avant de poser la première pierre de son immeuble travailler avec l'exploitant pour comprendre ce que l'exploitant demande en termes de sécurité, en termes de conformité des locaux, en termes d'espace pour les parties communes. Et ensuite, l'exploitant, le promoteur vient voir une société de gestion comme la nôtre et nous propose l'investissement dans... en fait, vous les accompagnez finalement. Absolument, voilà. Absolument, on les finance. On a bien compris. Philippe Zilberstein. Oui, je voulais revenir sur ces détails. Effectivement, c'est d'abord des recherches foncières qui sont faites par les promoteurs, comme des opérations classiques, évidemment en relation avec les élus. Et ce qui intéresse surtout les élus, c'est de pouvoir aussi garder... proche d'eux un certain nombre d'habitants, évidemment, et d'offrir des services. Donc, effectivement, et Madame l'a très bien dit, ce qui est très important, c'est le gestionnaire. Moi, le premier conseil que je donne quand on s'intéresse à ce type de produit, c'est plutôt d'aller vers des promoteurs gestionnaires,
comme le sont Résid Études et comme l'Enet City, hein, puisque Domitis gère aussi, donc ça fait partie du même groupe, parce que la colonne vertébrale du bon fonctionnement de la résidence, de la bonne gestion de la résidence, est essentiellement faite par le gestionnaire. Alors Valérie Maréchal, ça coûte combien finalement pour un particulier donc d'être dans une résidence, puisque tout le monde, on entend les Français qui se plaignent du coût actuel des résidences, mais vous dites en fait que c'est pratiquement moins cher ce type de résidence. Alors non, c'est pas moins cher. Alors c'est moins cher qu'un EHPAD, ça à l'évidence. Hein. En fonction de l'exploitant, en fonction de la qualité de service, en fonction du standing de l'immeuble, vous allez avoir des prix évidemment différents. Mais on peut aujourd'hui, pour 900 €, 1000 €, 1500 €, avoir accès à des logements avec un socle minimum de service. Vous dites que vous, 900 € pour un studio, c'est la base finalement. C'est la base. En général, mais on peut déjà, pour 900 € trouver un studio avec un socle minimum de service. Mais ce que je voudrais rebondir sur ce que disait M. Zilberstein, ce que vous disiez également tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce type d'investissement, c'est aussi important pour l'économie locale. Parce qu'en fait, la résidence service senior, c'est en moyenne 20 ETP équivalent temps plein, donc 20 emplois créés sur place, qui sont des emplois de service et qui sont des emplois non délocalisables. Donc à la fois pour la mairie, mais de façon plus importante pour l'ensemble de l'économie, ce sont des emplois que l'on crée localement. Alors on parle aussi de résidences multigénérationnelles. Est-ce que la demande commence ? Alors ça, c'est plus compliqué, les résidences multigénérationnelles. D'abord, il n'est pas certain que toutes les populations aient envie de vivre ensemble, parce que simplement, elles ont des manières de vivre différentes. Mettre, par exemple, des juniors et des seniors, ça peut être très compliqué. Oui, parce que si le junior met sa musique à fond, voilà, ça ne va pas plaire aux seniors. Tout simplement. En revanche, on commence à voir du co-living, qui est une chose un petit peu différente, pour un certain... où là, on mixe des populations, qui peuvent être des populations étudiantes, des populations salariées nomades, par exemple, des expatriés qui ont besoin de logements pour une courte période et qui n'ont pas envie de se retrouver dans une chambre d'hôtel standard et qui peuvent rechercher ce type de logement. Mais l'intergénérationnel pur junior-senior, pour l'instant, on le voit peu. Donc c'est plus une question de comment on travaille. Et là, on peut éventuellement mélanger des gens qui travaillent et des seniors. C'est ça que vous dites. Alors, je sais que chez les promoteurs, Philippe il y a une réflexion qui est menée dans ce sens-là. Mais effectivement, on débute sur le sujet. Et effectivement, faire cohabiter ces deux générations, ce n'est pas encore tout à fait évident. Par contre, sur le co-living ou la colocation, chez Net City, on a déjà depuis 3 ans créé un produit qui s'appelle MyColoc. C'est déjà des appartements bien réfléchis, très en amont. Si je prends l'exemple d'un 3 pièces avec la partie séjour en centrale et avec une chambre de part et d'autre et chacune avec sa pièce d'eau, donc elle correspond aussi à ces produits-là. Et surtout, ce qui est important pour l'investisseur, c'est de pouvoir aussi amener le gestionnaire avec le bon mandat. Merci beaucoup à tous les deux pour ce point. Merci Valérie Maréchal, c'était très intéressant. Donc on a bien compris qu'il y a une grosse évolution de la demande, de la manière de vivre en fait des plus de 75 ans. Et on a compris qu'on serait sans doute aux alentours de 12 millions de personnes en 2050 sur ce thème avec moins d'aidants. Et donc effectivement, on est obligé de réfléchir à comment on va vivre notre futur. On va demander à Nicolas Gay, notre start-up du jour, s'il est d'accord avec tout ça et est-ce qu'il le voit dans les ventes immobilières, puisque vous, Nicolas, vous avez créé en 2016 Wellmo. Alors, dites-nous comment est venue cette idée, et ce que vous proposez, et puis après on parlera de cette levée de fonds que vous venez de faire. Très bien. Donc Wellmo part d'un constat simple. Le métier d'agent immobilier fait partie des 3 métiers les moins appréciés en France, pour 3 points essentiellement. Le prix, une commission encore aujourd'hui qui fonctionne au pourcentage, et jugée un peu exorbitante pour la grande majorité des particuliers. Le deuxième point, un service qui n'a pas réellement évolué. Et le troisième point, pour un manque de transparence.
Concernant le prix, aujourd'hui que vous vendiez un appartement de 400 000 euros ou 600 000 euros, le prix moyen d'un bien immobilier sur Paris c'est 500 000 euros. En France, c'est aux alentours de 220 250 000 euros. On prend 5% du prix de vente. Donc on prend l'exemple sur Paris, ça fait 25 000 euros de commission. Au final, un pourcentage, c'est un petit peu illogique aujourd'hui, parce que le travail reste le même. Le service n'a pas réellement évolué en fonction des besoins des vendeurs et des acheteurs. Et le manque de transparence, pourquoi? Parce qu'il y a toujours un problème de géolocalisation des annonces, par exemple, de l'identification des acheteurs qui viennent visiter votre bien. Et ce constat-là, en fait, il a été fait par mon expérience et également l'expérience de l'un des deux associés. On a été agent immobilier, responsable de certains réseaux immobiliers pendant 4 ans et 6 ans. On manageait une trentaine de personnes. Donc on a également l'expérience terrain. Et il s'avère que 70%, vous parliez tout à l'heure d'à peu près de 60, un peu plus de 60% qui passent par des professionnels de l'immobilier pour leur achat. Initialement et à la base, 70% des propriétaires essayent de vendre sans intermédiaire, justement pour éviter les agences immobilières. Pas par plaisir, bien évidemment, parce que c'est une source d'angoisse, c'est chronophage, il y a le côté sentimental qu'on a au bien, affectif, donc on n'est pas souvent objectif. Puis il y a des régions aussi où on n'arrive pas à trouver d'agents immobiliers, il faut le dire aussi. Et donc, c'est 70% qui essaient de vendre entre particuliers, uniquement 30% y arriveront. Pas un manque d'accompagnement professionnel. Et donc, on a voulu pallier à cette problématique-là, de par notre expérience dans l'immobilier, proposer une solution simple, très efficace, sans omettre la partie humaine, parce que c'est un projet de vie autant pour les vendeurs que pour les acheteurs, mais en regroupant les atouts d'une vente entre particuliers et ceux d'un professionnel. On a automatisé beaucoup de process métiers qui ne sont pas digitalisés dans les agences immobilières, et donc on propose une offre qui est simple sur l'expérience utilisateur. Il faut savoir que on a 96% de taux de satisfaction et 70% de nos ventes sont issues de la recommandation. Alors, donc les gens sont satisfaits de notre service. Et après, c'est justement le montant de notre commission qui sont des honoraires fixes dès 990 euros. Alors justement, c'était ma question, je voulais savoir. Alors, vous partez au honoraire fixe à 990 euros, mais j'imagine qu'il y a des paliers où vous dépassez selon les montants de vente. J'imagine que ce n'est pas toujours 990 euros. Alors, ce n'est pas toujours 990 euros, mais c'est la grande majorité. Même si on vend un bien à 200 000 euros ou à 500 000 euros, vous prenez 990 euros. Pour nous, il est totalement illogique de prendre un pourcentage. Le travail est exactement le même. Donc ça fait une économie, même un gain pour les vendeurs, également pour les acheteurs. Et avec ce gain-là, ils peuvent partir en vacances, investir dans un logement locatif, le mettre sur le compte de leurs enfants ou autre. Vous venez sur le site de walmo.fr, vous faites une estimation immobilière en ligne, vous avez un résultat qui apparaît avec une fourchette, prix bas, prix moyen, prix haut. Vous recevez également une étude beaucoup plus approfondie par mail et un texto où il vous est possible de cliquer sur un lien, Calendly, et prendre rendez-vous directement avec l'agent expert de votre zone. Donc on parlait tout à l'heure du recrutement, en effet chez Walmo aussi, c'est un point très important, le recrutement et l'expertise de nos agents immobiliers. Très simplement, vous en tant que propriétaire, vous prenez un rendez-vous sur l'agenda de l'expert de votre zone qui affinera cette estimation immobilière. Soit il se déplacera, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire en visio. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, la visite virtuelle, les photos, les plans, ça nous permet d'être en immersion totale dans le bien, d'avoir la même visibilité, la même opinion que si on se déplaçait. Ensuite, on fait un reportage photo par des photos professionnelles. C'est très important ce que je dis parce qu'aujourd'hui, vous allez sur les sites principaux de mise en ligne des annonces comme Se Loger, beaucoup de photos ne sont pas très qualitatives. Nous nous efforçons à mettre systématiquement la visite virtuelle et les plans, parce que le plan, c'est aussi important que la plus belle photo. Dans le neuf, c'est très bien, ils le font. Dans l'ancien, c'est encore à mettre en place. Ensuite, on réceptionne les appels et on valide les plans de financement en amont. On filtre les acheteurs pour savoir si leurs critères correspondent bien à leur recherche. Et on valide leur plan de financement avec un de nos partenaires qui est le meilleur taux avant d'effectuer les visites. Voilà. Et donc, on a pris juste un parti pris. On préfère que ce soit les propriétaires qui fassent eux-mêmes les visites. Pas par plaisir, parce qu'on est convaincu que le propriétaire connaît mieux son bien immobilier que l'agent. Il connaît mieux son environnement. Et les acheteurs auront davantage confiance en le propriétaire qu'en agent immobilier. Par contre, on coach et on leur apprend à comment faire visiter leur bien immobilier. Et derrière, on recontacte les acheteurs pour connaître leur feedback.
Alors, vous avez créé cette société en 2016. Du coup, vous rayonnez sur quelle région de France? Historiquement, Paris, Île-de-France. On a fait aussi quelques ventes. On a été en phase test sur des villes principales comme Marseille, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg. Sur chacune de ces villes-là, on a vendu une dizaine de biens. Et aujourd'hui, on se développe davantage sur ces villes. On vient d'effectuer une levée de fonds de 500 000 € qui nous permet aujourd'hui en fait de recruter davantage de sales avec expérience. De vendeurs, vous voulez De dire? vendeurs, salariés et indépendants. Donc on a le choix, on a déjà, mes collègues l'ont évoqué tout à l'heure, donc il y a de la place pour tout le monde. Par contre, on est très sélectif sur l'entrée. Il y a un accompagnement et une formation au sein de notre structure. Et on développe aussi toute la partie techno sur notre site. Alors là, vous avez fait une levée de fonds. Pourquoi faire? Vous avez levé 500 000 € en janvier. Oui. Vous êtes déjà à 16. Vous m'aviez dit en préparant l'émission que vous Oui. envisagez de recruter une quinzaine de personnes. Oui. C'est pourquoi faire cette levée de fonds et qui a investi au capital finalement? Alors, principalement pour recruter des agents immobiliers, des développeurs aussi, et avoir une notoriété et une marque beaucoup plus importante. On a été, en fait, la levée de fonds est partie d'un exemple d'une dame qui souhaitait vendre par notre intermédiaire via une recommandation. Malheureusement, on n'a pas pu satisfaire sa demande de prise en charge de la vente de son bien immobilier parce qu'on est très attaché au suivi des clients qui nous font confiance et on manquait de sales, d'agents immobiliers pour répondre à sa demande. Donc on a décidé de lever des fonds tout simplement parce qu'on a été débordé ou victime, on va dire, un petit peu de notre succès. Qui est derrière cette levée de fonds? On a eu le choix entre soit un fonds d'investissement, soit des business angels. Vu que c'est notre première levée de fonds, on a fait le choix de partir avec des business angels qui allaient nous accompagner, avec lesquels il y avait des synergies. Donc on a un directeur d'agence de plusieurs agences meilleur taux, qui est Patrick Marcovici. On a également Alexandre Richaille, qui est un business angel assez reconnu. On en a d'autres aussi qui ont investi dans d'autres startups comme Voodoo, qui ont connu un succès important. Voilà, donc aujourd'hui on est accompagné par des business angels. D'accord, vous avez fait le choix du business angel. Merci beaucoup Nicolas Guay. Donc je rappelle que votre solution c'est Wellmo, donc une agence immobilière en ligne, donc par internet et en appli j'imagine sur son téléphone, et on se fait accompagner pour vendre des biens immobiliers. Donc si on veut vous contacter, on fait comment Nicolas Guay? Vous allez tout simplement sur le site wellmo.fr, welmo.fr. Et vous pouvez rentrer en contact directement avec nous pour soit faire une estimation immobilière, soit vendre votre bien immobilier, ou soit venir pour nous rejoindre en tant qu'agent immobilier sur Paris, Île-de-France et toute la France. Voilà, et votre société existe depuis 2016, donc on va vous souhaiter bonne continuation. Merci. Surtout bravo pour avoir levé ces 500 000 €. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour l'avenir? Atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en 2018, on a fait 150 ventes. Cette année, on va avoisiner les 1000 ventes. L'idée est de prendre 5% du volume d'affaires d'ici 2021. Donc ça représente à peu près 50 000 transactions dans l'ancien. Dans l'ancien, c'est quasi 1 million de transactions en 2018. Donc d'atteindre ces objectifs, mais c'est plutôt bien parti. Bravo à vous en tout cas, et merci à tous pour votre présence en studio ce matin. Notre émission s'achève. Moi, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous retrouve bien sûr dès demain matin. Au revoir.